Bienvenue dans le PEX Podcast, le podcast du partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zèbre, ingénieur sécurité et créateur du site web safetyvigilante.com. Sur ce site web, vous retrouvez tous les épisodes du podcast bien sûr, mais aussi des vidéos et des articles pour booster votre culture sécurité. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, Instagram et Twitter. Ce podcast existe pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser en sécurité au travail et apprendre de l'expérience passionnante de mes invités. Mon nouvel invité est Léopold Denis, le cofondateur et directeur de la startup Moodwork. Moodwork permet aux entreprises et à leurs salariés de prévenir les risques psychosociaux. Avec Léopold, nous abordons comment garantir une expérience et un suivi adapté à chacun de leurs utilisateurs. Nous parlons aussi des actions proposées par leur comité scientifique pour aider les salariés dans cette gestion de leur qualité de vie au travail. Bon épisode! Bonjour Léopold Denis, bienvenue dans le podcast. Bonjour. Merci tout d'abord d'avoir accepté mon invitation de partager votre expérience liée à la prévention des risques. Et je suis content parce que on va pouvoir aborder un sujet d'un angle qu'on fait assez rarement, un angle très, très innovant. Est-ce que, pour commencer, vous pourriez nous dire qui vous êtes et ce que vous faites? Oui, bien sûr. Je m'appelle Léopold Denis, je suis cofondateur de Moodwork. C'est une société qui est spécialisée dans la prévention des risques psychosociaux en rendant en fait chaque salarié acteur de sa propre prévention. Donc c'est une approche un peu innovante qui vient compléter les approches organisationnelles et surtout pas les remplacer. Donc ça, c'est mon activité chez Moodwork. On accompagne un peu plus de 100 000 salariés aujourd'hui. Et également, je suis administrateur d'une association qui s'appelle le LabRH, qui est donc spécialisée dans l'innovation en ressources humaines. D'accord. Ouais, alors, le sujet RH, c'est vrai que c'est intéressant et je pense qu'il y aura peut-être des petites questions là-dessus parce que voilà, vous avez tout de suite abordé le fait que vous voulez faire de vos utilisateurs des acteurs, mais pas pour autant qui remplacent le rôle de l'employeur. Mais donc peut-être plus précisément, d'abord, vous pourrez nous dire comment fonctionne Moodwork, comment fonctionne l'appli directement. Oui, bien sûr. Alors nous, Moodwork, en fait, on va vendre nos services aux entreprises et les entreprises vont mettre à la disposition de leurs salariés une application web et une application mobile sur laquelle le salarié va retrouver différents types d'outils. Le premier type d'outils sont des outils qu'on appelle d'auto-évaluation, c'est-à-dire qu'ils vont permettre aux salariés d'être en capacité de s'auto-évaluer. Comme pour le risque physique, il y a besoin, quand on a un salarié dans une situation, de pouvoir évaluer ce risque et de pouvoir comprendre ce qui est facteur de protection et ce qui est justement facteur de risque. C'est exactement pareil en termes de prévention des risques psychosociaux. C'est qu'on va permettre aux salariés d'être en capacité de s'auto-évaluer grâce à des questionnaires qui sont validés scientifiquement. Le salarié va pouvoir savoir ce sur quoi il doit capitaliser, parce qu'il y a des choses qui sont bien dans sa qualité de vie au travail, et ce sur quoi il va devoir agir. Deuxième type d'outils qu'on va mettre à sa disposition, c'est ce qu'on appelle des outils d'apprentissage. Grâce à des podcasts, grâce à des fiches de conseils, grâce à des programmes d'e-learning, grâce à des conférences en ligne, le salarié va pouvoir en fait améliorer ses soft skills en termes de qualité de vie au travail. C'est-à-dire qu'il va pouvoir apprendre à mieux communiquer avec ses collègues et son manager, apprendre à mieux gérer son stress, mieux gérer ses émotions, mieux s'organiser dans son travail, etc., etc. Bref, tout un panel de soft skills qui lui permettent de mieux évoluer dans son environnement professionnel. Et le troisième axe, allez-y. Le troisième axe, c'est l'accompagnement, c'est-à-dire que sur cette application web et mobile, on va mettre à sa disposition tout un panel de spécialistes, des psychologues du travail, des psychologues cliniciens, des assistantes sociales, des coachs, et ainsi de suite, pour être vraiment des soutiens du salarié au quotidien. D'accord. Alors du coup, c'est vrai que ça amène pas mal de questions. Déjà, vous avez expliqué que le diagnostic, il était validé scientifiquement. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, quand on dit validé scientifiquement, c'est-à-dire que la création d'un test d'auto-évaluation chez Moodwork, elle passe par un processus de validation scientifique. C'est-à-dire que ce processus, c'est premièrement
nos chercheurs en interne, vu qu'on dispose d'un pôle recherche, va effectuer une revue de littérature sur le sujet. Donc, c'est-à-dire qu'un bilan de bien-être, par exemple, spécifique pour des techniciens ou alors un bilan de bien-être spécifique pour du personnel soignant, les chercheurs vont faire une revue de littérature spécifiquement sur ce sujet. À partir du moment où ils ont fait cette revue de littérature et qu'ils ont identifié certains facteurs qui leur semblent prépondérants dans la qualité de vie au travail du salarié dans la typologie de métier en question, ils vont réaliser une première version du questionnaire, entre 30 et 50 questions, qu'ils vont ensuite adosser à des questionnaires existants sur le sujet. Par exemple, si je crée un questionnaire sur la prévention des RPS des salariés travaillant dans des bureaux, eh ben, je vais l'adosser à des questionnaires déjà existants, potentiellement sur le burn-out, sur la qualité de vie au travail, etc. Et ensuite, je vais faire passer le questionnaire que l'on a créé avec ces autres questionnaires à un panel de personnes, entre 3, 4, 5, 600 personnes. Et dès qu'on a les résultats, on va recouper les résultats de notre questionnaire avec les résultats des autres questionnaires préexistants pour voir si les résultats sont similaires et donc si ce qu'on cherchait à mesurer est réellement mesuré. Et du coup, avec avec cette mesure que vous obtenez, après, vous le deuxième pilier, comme vous en avez parlé plus tôt, c'est de leur donner du contenu, quoi, finalement, si je comprends bien. Exactement. Alors, le premier objectif avec ces outils d'auto-évaluation, c'est déjà de leur permettre de mieux comprendre leur situation. Parce que la qualité de vie au travail, c'est quelque chose de multifactoriel. Et parfois, on ne sait pas exactement ce qui a un impact positif et négatif sur notre bien-être. Donc, le premier objectif, c'est déjà de permettre à chacun de mieux comprendre sa situation individuelle. Parce que si on ne la comprend pas, on ne va pas déjà réussir à l'améliorer. Donc, premièrement, comprendre, c'est l'objectif premier de ces tests d'auto-évaluation. Et deuxièmement, en effet, comme vous le dites, c'est de permettre aux salariés d'accéder à des ressources qui sont adaptées à ses besoins. Et en fait, grâce à un algorithme assez simple qui va aller chercher les facteurs de bien-être et de mal-être du salarié, on va lui proposer des ressources adaptées à ses besoins ensuite. Et du coup, vous avez dit aussi que après, ça leur permettait de progresser, notamment ce qui m'intéressait, c'est dans la communication avec leurs supérieurs ou avec leurs collègues, j'imagine. Ça veut dire que derrière, l'app ou en tout cas les conseils qui sont donnés, nécessitent donnent des conseils sur la communication, sur comment aborder, je sais pas, un entretien avec ses supérieurs, des choses comme ça. Exactement. Alors en fait, l'ensemble des conseils qu'on va apporter, vont être pratiques. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, on va dire, je suis en train de vivre telle situation qui me met dans une situation complexe. Soit le salarié va retrouver des ressources en lisant, en écoutant sur Moodle qui vont lui permettre de trouver une réponse à sa problématique. Soit il n'arrive pas à trouver, potentiellement sur des problématiques beaucoup plus complexes. Et là, il va pouvoir échanger avec des spécialistes qui vont l'aiguiller. Mhm. Et ces spécialistes, du coup, ils vont organiser un suivi un peu comme une thérapie finalement. Exactement. Alors nous, l'idée, c'est que c'est vraiment en fonction des problèmes que vont rencontrer nos spécialistes, ils vont décider eux-mêmes si oui ou non il y a un suivi sur le long terme, s'il y avait juste besoin d'un échange, etc. Nous, au niveau des échanges avec les spécialistes, on a un premier niveau qui est, on va dire, très simple d'accès, qui est un live chat. C'est-à-dire tous les jours entre 9h et 18h, si vous avez une question, si vous venez de faire un outil d'auto-évaluation et que ça a suscité des questionnements chez vous, si vous êtes en train de lire des contenus sur la qualité de vie au travail et que vous avez envie d'aller plus loin, vous avez un live chat et des psychologues de chez nous vont répondre dans les 30 secondes. Donc ça, c'est le premier moyen, on va dire, le plus simple qui permet d'avoir un échange avec un spécialiste, on va dire, en toute simplicité. Ensuite, si vous souhaitez aller plus loin, vous avez accès à un calendrier et vous allez choisir le spécialiste avec qui vous souhaitez échanger, un créneau d'échange et vous allez avoir votre échange donc de prévu. Ensuite, c'est vraiment à la main de nos spécialistes de décider si oui ou non, il faut aller plus loin dans l'accompagnement, si oui ou non, on peut faire cet accompagnement à distance également. D'accord. Ça répond un peu à une partie de ma question suivante. Moi, je m'interrogeais de comment un questionnaire, finalement, il permettait de personnaliser un accompagnement. Mais en fait, c'est finalement le praticien qui, derrière, sera en capacité de dire, voilà comment, enfin, si on peut aider la personne et comment on peut l'aider alors.
Exactement. Alors en fait, je vais peut-être résumer la chose de façon un petit peu trop simpliste, mais dans votre qualité de vie au travail, il y a des choses que vous allez rencontrer dans votre vie professionnelle qui sont récurrentes. Mhm. C'est-à-dire que vous, comme votre voisin, allez les vivre. Et ça, c'est ce qui a fait l'objet du plus grand nombre d'études, de recherches, de travaux sur le développement personnel. Parce que beaucoup de gens rencontrent ces problématiques, beaucoup de gens les étudient. Et donc là, on va pouvoir créer des contenus qui sont, on va dire, génériques. Ensuite, vous avez des problématiques qui sont beaucoup plus complexes que vous allez rencontrer dans votre vie professionnelle parce qu'elles vont faire intervenir différentes choses, des situations personnelles, des situations professionnelles, etc. Et là, en fait, un contenu générique va être insuffisant. Et donc là, il va falloir vous faire accompagner par quelqu'un. Ou alors parce que vous avez une situation qui est, on va dire, une situation de mal-être avancé. Et donc, pour vraiment comprendre et prendre en charge cette situation, il va falloir avoir un spécialiste en face. D'accord. C'est Ouais. ça tout, en fait, c'est ça tout l'intérêt de notre triptyque d'auto-évaluation, d'apprentissage et d'accompagnement. C'est en fait vraiment de pouvoir dire, on comprend les problèmes, on donne des ressources pour les problèmes un petit peu génériques, etc., qui vont permettre au salarié de travailler lui-même sur ces sujets. Et pour les problématiques plus complexes, ou si le salarié en ressent le besoin, etc., avoir des spécialistes pour accompagner. D'accord, très bien. Je pense que je comprends un peu, enfin beaucoup mieux comment ça fonctionne et justement, enfin derrière après, comment, enfin quels sont plutôt les retours de vos utilisateurs? Enfin, je veux dire, eux derrière, est-ce que bah, les gens qui utilisent l'app, justement, vous savez que vous avez beaucoup de suivi derrière, ce qui est un indicateur intéressant pour votre activité et en même temps pas très rassurant pour la santé mentale de nos enfin, du tissu économique français. Mais est-ce que voilà, vous pouvez nous partager peut-être un peu les retours bah, que vous avez? Bien sûr, bien sûr. Alors déjà, sur ce que vous venez de dire concernant la santé mentale des Français, il y a une chose très importante à savoir concernant Moodwork, et c'est ce qui fait notre succès chez nos clients, c'est qu'on n'est pas uniquement spécialisé dans de la prévention tertiaire, à savoir du curatif. Mhm. Moodwork, c'est vraiment sur la prévention primaire, secondaire et tertiaire. On est en amont complètement d'une situation qui peut être problématique. On peut être au niveau formation, donc prévention secondaire, et également, bien sûr, au niveau curatif, donc la prévention tertiaire. Moodwork englobe l'ensemble des trois préventions au niveau individuel. Donc c'est ça un petit peu qui fait la force de l'outil, c'est que on va vraiment intégrer le salarié dans la démarche de prévention, quelle qu'elle soit. Ensuite, pour revenir à vos questions sur l'utilisation de Moodwork, cet aspect de toucher les trois types de prévention fait que Moodwork touche un maximum de personnes dans l'entreprise. Parce que vous soyez dans une situation de bien-être, que vous soyez en train de vous questionner, ou vous soyez dans une situation de mal-être, Moodwork aura des contenus, aura des accompagnements adaptés à vos besoins. Donc maintenant, j'ai envie de dire, ce qui va faire la différence entre un salarié qui va l'utiliser et un salarié qui ne va pas l'utiliser, c'est la sensibilité du salarié au sujet de Mhm. qualité de vie au travail et son sentiment d'auto-efficacité sur ces sujets-là. C'est-à-dire si en tant qu'individu, vous vous dites, bah moi de toute façon, je ne peux rien y faire, ma qualité de vie au travail, elle ne dépend que de facteurs qui sont exogènes, mon manager, mes RH, etc. Et moi, je n'ai pas la main mise dessus, bien sûr que vous n'allez pas utiliser Moodwork. Par contre, si vous vous dites, moi, en tant qu'individu, je suis moteur dans ma qualité de vie au travail, je suis moteur dans ma vie professionnelle, et bien là, Moodwork, c'est un outil qui sera très fort pour vous, parce qu'il va vous accompagner à être encore plus moteur dans votre quotidien professionnel, et au fur et à mesure, vous allez pouvoir vous dire ce que mon travail, ma vie au quotidien, ce n'est pas le résultat de facteurs exogènes, mais c'est le résultat de ce que j'ai décidé que ce soit. Et alors maintenant que je vous ai dit un petit peu tout ça, on va rentrer un peu dans les chiffres, parce que je sais que ça doit être votre frustration là. Je vous ai donné un petit peu la philosophie autour. Maintenant, concrètement, les chiffres d'utilisation dans nos entreprises. En moyenne, dans nos entreprises clientes, aujourd'hui, je vous ai dit, on accompagne à peu près 100 000 salariés dans environ 70 entreprises. En moyenne, c'est 32%
des salariés des salariés de nos entreprises clientes qui utilisent Moodwork. Ce chiffre, il est à mettre en perspective parce qu'on a des entreprises très petites, de 25 salariés, des entreprises très grosses du CAC 40, la BNP, EDF, Engie et ainsi de suite. Mhm. Et en fonction des typologies d'entreprises, on a des utilisations qui sont très différentes. J'ai envie de dire, par exemple, les entreprises dans lesquelles on a le moins d'utilisation, on est à du 10%. Les entreprises où on a des utilisations très élevées, on monte à du 85-90% de salariés utilisateurs. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Il y a différentes choses. Déjà, comme je viens de le dire, la taille de l'entreprise. Parce que moins on a de salariés, plus c'est facile de leur communiquer l'existence d'outils tels que Moodwork, premièrement. Deuxièmement, la sensibilité des salariés à ce type d'outils. On a beaucoup plus de mal à aller toucher, par exemple, des techniciens sur les sujets de santé mentale que des salariés de bureau, par exemple. Également, bien sûr, alors je vais peut-être mettre les deux pieds dans le plat, mais les femmes sont beaucoup plus sensibles à ces thématiques-là et elles ont raison que les hommes. Donc voilà, il y a toujours des petites nuances qui font que d'une entreprise à l'autre, on n'a pas le même taux d'utilisation. Et ici, une dernière chose très importante sur cette différence de taux d'utilisation, c'est est-ce que l'entreprise avec laquelle on va travailler est réellement engagée sur les sujets de qualité de vie au travail? On sent la différence quand on arrive dans une entreprise qui met en place Moodwork parce qu'il faut faire quelque chose et une entreprise qui vient avec de réelles convictions, dans laquelle la direction est engagée sur les sujets de QVT, les managers sont engagés sur la QVT, et bien là, directement, on a beaucoup plus d'utilisateurs. Et alors, d'accord, mais alors tout à l'heure, vous avez parlé des trois niveaux de prévention. Si elle est déjà engagée dans cette démarche, l'entreprise, est-ce que finalement, vous n'êtes pas un outil peut-être annexe à une politique globale et des actions qui sont déjà menées et en gros, Moodwork arriverait que en supplément? Alors en fait, quand on parle de prévention primaire, secondaire et tertiaire, on peut la diviser entre ce que l'entreprise met au niveau organisationnel en place pour la prévention primaire, secondaire, tertiaire, et ce que l'individu lui-même met en place pour sa propre prévention primaire, secondaire, tertiaire. Et en fait, ces deux types de prévention, la prévention, on va dire, organisationnelle et la prévention individuelle, elles viennent se compléter. Parce que toutes les théories qui ont été écrites sur les sujets de la qualité de vie au travail montrent qu'il existe des facteurs de qualité de vie au travail organisationnels et des facteurs individuels. Donc, si on veut, en tant qu'entreprise, adresser l'ensemble de ces facteurs, il faut permettre à son organisation d'agir sur la prévention primaire, secondaire, tertiaire, et à chacun des membres de cette entreprise d'agir sur la prévention primaire, secondaire, tertiaire. Donc, j'ai envie de dire, peu importe ce que l'entreprise met en place au niveau organisationnel, il faut qu'elle complète ça avec des actions pour permettre à chaque individu d'être acteur de cette prévention également. D'accord, c'est intéressant. Et j'avais juste une dernière question sur l'utilisation de l'app. Du coup, vous, ce que vous préconiseriez, ce serait en gros, est-ce quand il y a une présentation de la démarche, est-ce qu'il faut que tout le monde se réunisse dans une même salle et fasse un questionnaire, ou plutôt au contraire, vous laissez un temps libre aux personnes pour faire leur questionnaire, et puis après une certaine une certaine période, eh bien vous capitalisez les données. Alors nous, l'idée, c'est que Moodwork, c'est vraiment une démarche de long terme. C'est-à-dire que nous, dans nos entreprises, on a des entreprises, ça fait 4 ans qu'on les accompagne et elles re-signent pour 4 années en plus parce que c'est une démarche de long terme. Et l'objectif, c'est pas du tout de mettre les gens dans une salle et de les forcer à faire quelque chose sur ce sujet. Moi, je vais vous donner un exemple. En fait, c'est une méthode d'apprentissage que de dire, en fait, la personne utilise Moodwork quand elle en ressent soit l'envie, soit le besoin. Et ça ne doit pas être l'envie ou le besoin d'un supérieur hiérarchique ou d'une personne autour d'elle qui doit faire qu'elle se met à être actrice de sa qualité de vie au travail. Moi, je vais vous donner un exemple. J'étais très mauvais élève. Ça m'arrivait d'aller dans des salles de classe et de ressortir au bout d'une heure et je ne savais pas de quoi on avait parlé.
Peut-être que mon école se disait, bah, il a passé 1 heure en cours d'espagnol, donc il a appris des choses aujourd'hui dans son cours d'espagnol. Le fait est que je n'étais pas intéressé, donc j'y allais, je ressortais, j'avais rien appris. Par contre, aujourd'hui, moi, en tant qu'entrepreneur, je suis confronté à des problématiques dans mon quotidien et c'est là que j'apprends le plus. Quand je suis confronté à une problématique, je vais aller apprendre des choses, je vais me renseigner, je vais me faire conseiller, etc. Et là, j'ai appris. Pour moi, la qualité de vie au travail, c'est la même chose. Si demain, vous, par exemple, vous avez un problème de déconnexion, vous n'arrivez plus à déconnecter, le week-end, vous regardez vos mails, etc., ça vous pèse, mais c'est un petit peu comme une addiction pour vous. Là, le sujet de la déconnexion va vous intéresser. Par contre, s'il y a 1 an, vous étiez dans un autre boulot où là, vous n'y pensiez pas, etc. Et si je vous avais mis pendant une journée entière dans une salle pour apprendre à bien déconnecter, eh ben, ça serait rentré par une oreille et sorti par l'autre parce que de toute façon, ça ne vous intéressait pas à ce moment-là. La force de Moodwork en étant déployée sur le long terme, c'est que moi, en tant que salarié, peut-être qu'aujourd'hui, je n'ai pas un certain type de problème. Je ne me sens pas du tout stressé. Mais dans 6 mois, peut-être que je me sentirai stressé. Et là, je sais que j'ai Moodwork et je sais que je peux me faire accompagner et je n'ai pas à attendre une formation sur le stress qui est arrivée soit il y a 2 ans, soit qui va arriver dans 3 ans. D'accord. Ouais, c'est intéressant comme approche. Après, je pense que tout est. Enfin, c'est important que. Complémentaire. C'est C'est. complémentaire. Ouais, mais c'est intéressant que les salariés, ils vous aient bien en tête de savoir que finalement, vous êtes là quand ils sont confrontés à cette problématique. Et du coup, c'est important finalement que vous soyez là en amont autant que possible et pas justement, comme vous le disiez, en secours quand finalement c'est un peu tard, quoi. Ok, très bien. Bah, vous avez parlé Exactement. justement de la responsabilité et je vais reprendre, je rebondis dessus, je reprends votre tagline qui est rendez vos acteurs de leur QVT. Et, euh, et justement, la responsabilité des employeurs, c'est quand même justement euh, d'être les premiers organisateurs de la prévention de leurs salariés. Donc, Bien sûr. comment vous voyez enfin, quelle est votre vision par rapport à ça, votre approche aussi? Mhm. Alors, d'un point de vue légal, en effet, c'est l'employeur qui a la responsabilité de la prévention dans son entreprise. Chez Moodwork, on a été co-créé par un groupe de chercheurs issus de grandes universités européennes. Et nous, on n'est pas parti de la responsabilité d'un point de vue, on va dire, pénal, mais on est parti de la responsabilité d'un point de vue théorique. Qu'est-ce qui a un impact sur ma qualité de vie au travail? Et là, en fait, ce qu'ils disent tous, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a l'organisation et l'individu lui-même. Nous, ce qu'on cherche juste à dire, on n'est pas un cabinet d'avocats ou quoi que ce soit. Nous, ce qu'on cherche à dire, c'est si on veut que la prévention soit faite le mieux possible, il faut que chaque personne dans l'entreprise soit acteur de la qualité de vie au travail. Et quand je dis chaque personne, c'est chaque salarié à son niveau, chaque manager pour lui-même, parce que ça c'est très important, et pour son équipe, et chaque dirigeant pour lui-même et pour son entreprise. Ça, c'est très important. Et il ne faut pas du tout confondre la responsabilité légale avec la capacité d'action. La responsabilité légale, c'est de dire, bah, on a une personne dans l'entreprise dont la prévention des risques, aussi large qu'elle puisse être, c'est sa responsabilité. Et ensuite, on a la réalité du terrain qui est de dire chaque personne a son rôle à jouer dans l'entreprise pour faire en sorte que ce soit un lieu de sécurité physique et mentale. D'accord. D'accord. Je vois plus clair, même si je pense que vous l'avez exprimé dans votre vision de la prévention et c'est intéressant de le voir comme ça parce que il y a effectivement, en fait, on a chacun nos champs d'action, justement, que ce soit les salariés, les préventeurs et les employeurs. Et c'est peut-être pas suffisamment, enfin, tout le monde n'en a pas forcément conscience, en fait. C'est ça que je retiens beaucoup là-dessus, c'est que il faut prendre conscience de ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire, justement, pour pouvoir être efficace aussi, je pense, dans cette prévention-là. Exactement, exactement. Et c'est pour ça qu'il y a besoin
Exactement, je suis complètement d'accord avec vous. Et c'est pour ça qu'il y a besoin un besoin dans les entreprises d'acculturation générale au sujet de prévention, pour que tout le monde comprenne ce que ça veut dire, que tout le monde comprenne son rôle à jouer, et surtout que tout le monde puisse se mettre à agir vers un but commun. Ouais, ouais, tout à fait, mais c'est une sacrée sacrée mission, on peut dire. Et justement, ça introduit ma question suivante. Il y a énormément de choses qui se font en ce moment sur la santé mentale. Je vois par exemple les applications comme Headspace qui prennent des célébrités. Le Prince Harry qui est devenu Ouais. un ambassadeur de la santé mentale aussi. Je crois qu'il est aux États-Unis en ce moment. Mhm. Et en gros, il y a pas mal de choses qui se passent. Mais pour autant, moi, j'ai toujours la naïveté de croire que tout ce qui est lié au mental n'est pas forcément un domaine comme les autres. Mais peut-être qu'au contraire, vous vous dites que justement, c'est peut-être juste un algorithme à créer ou pas du tout d'ailleurs. Je sais pas ce que vous en pensez. Euh, alors déjà, il y a le terme, je pense, un premier sujet intéressant pour moi, c'est le terme de santé mentale. Mhm. On a très vite traduit de l'anglais le mental health. Euh, Aujourd'hui, santé mentale, ça fait encore peur à pas mal de personnes en France, et très justement parce qu'on a l'impression de s'approcher, et c'est le cas, mais en partie, d'aspects psychiatriques. Mhm. Euh, la santé mentale, c'est extrêmement large. Je trouve ça intéressant que de façon sociétale, on rentre sur ces sujets, mais je pense déjà qu'il y a un gros besoin pour chaque entreprise qui se positionne sur ces sujets de bonne définition du terme vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis de l'extérieur. Ça, c'est la première chose à mon goût. Et excusez-moi, la deuxième question que vous aviez, c'était sur… C'était de savoir finalement, est-ce que c'est un domaine comme les autres, et est-ce que, enfin, comme il y a quand même des startups qui se créent sur beaucoup de domaines, mais pour moi, c'est pas un domaine comme un autre justement. Donc, Ah oui, qu'est-ce que oui, vous oui. pensez par rapport à ça? Alors moi, je pense que les startups qui prennent ce sujet d'une façon purement algorithmique, Mhm. elles se mettent le doigt dans l'œil. Je veux dire, on reste des humains, on a besoin d'humains pour nous accompagner, on a besoin d'humains pour nous comprendre, et on a besoin de transmission émotionnelle pour qu'il y ait un réel accompagnement des personnes. Donc ça, c'est la première chose. L'intelligence artificielle, le big data, bref, tout ce qu'on veut, pour moi, même à long terme, ce n'est pas la réponse à ce genre de choses. Deuxièmement, rendre les sujets de santé mentale euh, très, on va dire, ludiques, positifs, etc., je pense également qu'il y a un risque. Il faut prendre le sujet pour ce qu'il est, quelque Mhm. chose qui peut être positif, mais quelque chose qui peut être extrêmement négatif également. Et s'amuser à le prendre que dans l'angle positif, Startup Nation, etc., je Ouais. pense que c'est un énorme risque pour les personnes qui sont justement dans des situations dangereuses et à risque, qu'elles ne se reconnaissent pas dans ce type d'accompagnement. Et ce type d'accompagnement, pour moi, et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien chez Moodwork, c'est d'accompagner tout le monde, comme je le disais, prévention primaire, secondaire, tertiaire. Quand on se met à faire de la santé mentale en étant uniquement dans le monde des bisounours ultra positifs, etc., et ben moi, ce qui me fait un petit peu peur, et c'est un sentiment qui est partagé par pas mal de chercheurs et de psychologues avec qui je travaille, c'est que les personnes qui sont réellement à risque, elles ne voient pas la réponse à leurs problèmes instinctivement dans cet aspect beaucoup trop, on va dire, positivité, etc. Mhm. D'accord. Ah, c'est vrai que c'est souvent rationalisé à des choses positives. Et en fait, je crois que je pensais pareil, mais vous l'avez formulé de manière très intéressante, justement, le fait de tout résumer de cette manière très simpliste de si ça, enfin, faut être positif. C'est vrai que c'est pas du tout aussi simple que ça, et au contraire, c'est très complexe en fait. Mais je rejoins pas mal de… Je me souviens plus qui a écrit les derniers bouquins sur l'injonction au bonheur. Mhm. Et c'est extrêmement dangereux d'être dans une société qui veut absolument tout voir d'un œil positif. Parce que la vie, tout n'est pas positif. Et si on s'oblige à voir que d'un œil positif,
c'est la porte ouverte au déni, à ne pas voir ce qui est dangereux, ne pas voir ce qui est négatif, etc. Ce qu'il faut, c'est avoir l'œil le plus objectif possible, tout en prenant en compte les subjectivités individuelles, mais l'œil le plus objectif sur toutes les situations qu'on rencontre et ne pas vouloir. Vous voyez, il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mhm. Si on veut tout appeler, tout rendre rose, etc., et ben c'est pour moi extrêmement dangereux parce qu'on oublie de voir ce qui va mal et il faut gérer ce qui va mal dans les entreprises. Mais c'est, enfin, moi, j'ai l'impression que justement, vous êtes assez passionné par le domaine. Et je me suis demandé finalement, en préparant cette interview, qu'est-ce qu'est-ce qui fait que vous êtes tombé bah voilà, dans le domaine de la qualité du travail et de la prévention du RPS? Parce que pour quelqu'un qui crée une entreprise, je pense que c'est peut-être pas forcément le domaine qui va peut-être le plus être évident. Qu'est-ce qui fait que vous êtes tombé dedans et que justement vous y avez trouvé bah, autant d'intérêt? Les grands hasards de la vie. Alors moi, j'ai pas du tout un parcours sur ces thématiques-là. J'ai fait une école de commerce, l'EM Lyon, que je n'ai pas terminé, justement parce que j'ai commencé à créer cette société. J'ai été extrêmement intéressé par ces sujets, j'ai échangé avec pas mal de chercheurs, etc. Et en fait, vraiment, de fil en aiguille, j'en suis arrivé là, à échanger au quotidien avec des personnes extrêmement intéressantes, des RH, des psys, des chercheurs, etc. Et j'ai envie de dire que je suis un petit peu un autodidacte de la qualité de vie au travail, dans le sens où tout ce que je vous dis, tout ce que j'ai pu exprimer aujourd'hui, je le tire d'un mix de théorie avec tous les chercheurs avec qui on travaille chez Moodwork et de pratique, tous nos clients, tous les RH avec qui j'échange au quotidien. Donc voilà. D'accord, ouais, c'est intéressant et je trouve ça ouais, vraiment intéressant d'être tombé dedans et que finalement avoir trouvé sa voie, si je puis dire, sans avoir un parcours tout tracé parce que c'est peut-être là où justement on pave justement son chemin non, de manière plus cohérente, je pense. Et alors ça, c'est ce qui vous a fait y rester, mais est-ce que vous pourrez nous partager justement ce qui peut-être vous a donné envie de tout lâcher, de tout abandonner? Euh, alors en fait, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais pas un très bon élève, pas un élève très assidu. Par contre, j'ai toujours eu beaucoup de projets entrepreneuriaux en tête. Mhm. J'ai 28 ans et Moodwork, c'est ma troisième ou quatrième société. Bon, ça veut dire qu'il y en a pas mal qui n'ont pas marché, c'est comme ça. Mais j'ai toujours aimé avoir des projets. Donc en fait, c'est pourquoi est-ce que Moodwork, c'est le projet qui a fonctionné? Parce que je crois qu'on a été très vite extrêmement bien entouré et je crois que c'est très stimulant quand on a 23, 24 ans d'être entouré par des chercheurs et des grands chefs d'entreprise français, d'entreprises françaises, pardon. Et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup motivé à lâcher la fin de mes études et à me mettre à fond sur ce projet avec mon meilleur ami qui est le président de la société. Voilà, on s'est entraîné l'un l'autre dans ce projet et puis voilà, 4 ans plus tard, on a aujourd'hui une équipe de 30 personnes. Ouais. Mais alors du coup, juste pour revenir, enfin, est-ce que vous avez peut-être des difficultés dans cette construction du coup de ces 4 ans d'entreprise que vous pourrez nous partager? Des difficultés, oui, je crois qu'on en a eu beaucoup des difficultés, mais je crois qu'on les oublie avec le temps. Je me D'accord. souviens que des bons moments, mais si, je me souviens très bien de difficultés. On a eu quelques fois un petit peu de mal à payer les salaires. On a une solution Moodwork qui est ultra complète, ultra complexe, et donc qui a nécessité beaucoup d'investissements financiers et d'investissements humains également. Et comme tout projet avec beaucoup de recherche et développement, le retour sur investissement, il ne se fait pas instantanément. Donc on a eu des périodes où on a dû serrer la ceinture, on a eu des périodes un petit peu compliquées, mais aujourd'hui on a fait notre place dans le secteur
et on n'a plus du tout ce type de problématique. Là, on se dirige vraiment vers des années à venir qui vont être vraiment des grosses phases de développement sur Woodwork avec la création d'un laboratoire de recherche. Notre objectif, c'est en 2022, mi-2022, donc d'ici un an, d'avoir plus de 10 chercheurs en interne. On a pour objectif également de se développer en Europe. Donc, vous voyez, je crois que dans la vie d'entrepreneur, on est extrêmement tourné vers le futur. Mhm. Et, et les problèmes du passé, on les oublie au fur et à mesure. Ok, bah très bien. Merci d'avoir partagé ces difficultés-là. On va passer à une partie plus liée aux ressources. Justement, vous disiez que vous avez une équipe de R&D en interne, donc j'imagine que vous devez avoir des ouvrages ou voilà des ressources de référence liées à la prévention du risque psychosocial. Oui, exactement. Alors, ouais, vu qu'on travaille avec pas mal de chercheurs aussi, ça fait vraiment partie de notre ADN. Et on publie assez fréquemment des études, des livres blancs et des enquêtes. Alors, ça, c'est une petite déformation. On catégorise très bien ce qu'on fait. Donc, il suffit d'aller sur notre site internet et d'aller dans nos ressources et vous allez retrouver là un onglet qui s'appelle Nos études. On a écrit pas mal de choses. Si vous voulez, je vous en cite quelques-unes. On a écrit deux études. La première qu'on a publiée il y a environ 2 ans, qui s'appelle Pourquoi les salariés sont-ils tentés de nier le burn-out? Parce qu'en fait, on avait constaté, grâce à un questionnaire sur l'épuisement professionnel, qu'il y avait un gros phénomène de déni face à l'épuisement professionnel. Et donc, on a voulu comprendre pourquoi, d'où venait ce déni d'épuisement professionnel. Et cette étude, elle y répond. Ensuite, on a écrit avec l'EM Lyon et le Lab RH une étude qui s'appelle Au-delà du collectif, l'individu au cœur de la qualité de vie au travail. Notre objectif, c'était de comprendre par quel mécanisme chaque salarié est moteur dans sa qualité de vie au travail. Donc, on a exploré différentes pistes, notamment le sentiment d'auto-efficacité. Plus je me sens efficace sur certains domaines, plus je vais améliorer ma qualité de vie au travail. Ensuite, Ok. on a publié une enquête il n'y a pas très longtemps sur le métier de responsable qualité de vie au travail, parce que c'est un métier qui existait quasiment pas il y a 10 ans, qui aujourd'hui est énormément en vogue, et on trouvait ça intéressant de faire un petit peu le point sur ce métier, quelles sont les missions, quels sont les freins et quelles sont les perspectives liées à ce métier. Et Ah, ensuite, on publie… Ouais, Et pardon, alors, vas-y. ouais, non, mais ça, je mettrai en description pardon, de l'épisode. Et la dernière que vous avez citée, là, votre étude, c'est vrai que on se rend rarement compte du fait que, voilà, responsable QVT, en fait, c'est très jeune finalement dans la vie de nos entreprises. Et avoir un retour d'expérience, je pense que ça va être très intéressant, votre étude. Donc, moi, j'y jetterai un œil très Bah, intéressé. vous pouvez, moi j'ai adoré la faire. En fait, c'est moi qui ai interrogé que moi-même 35 responsables qualité de vie au travail. J'en Mhm. avais trouvé 110 sur LinkedIn. J'ai réussi à en avoir 35, donc c'est déjà pas mal d'en avoir eu un sur trois sur tous ceux que j'avais trouvés. Et ce qui est marrant, c'est que ces responsables QVT, je les avais contactés fin 2019. Et aujourd'hui, quand je vois le nombre de personnes qui ont ce titre, je pense que sur LinkedIn, le nombre de personnes qui sont responsables QVT, mais il a été au moins multiplié par 3 ou 4 en un an. Je crois qu'il y a eu une forte prise de conscience avec la crise sanitaire sur l'importance de la prévention des risques psychosociaux et des démarches qualité de vie au travail dans les entreprises. Et ça fait exploser le nombre de personnes dont c'est réellement le titre. Ouais, une fois de plus, hein, je mettrai tout ça en description si les auditeurs Mhm. sont intéressés. Enfin, sur les questions liées plutôt à votre vision de l'évolution de la prévention du RPS dans les entreprises à moyen et à long terme, qu'est-ce que vous avez en tête quand vous pensez à cet avenir-là? Euh, Alors moi, après, je vais peut-être dire la chose, mais d'une façon un petit peu biaisée, parce que comme je vous l'ai dit, nous, notre métier, c'est de rendre le salarié acteur de sa qualité de vie au travail. Mais quand même, il y a quelque chose que je constate en échangeant beaucoup autour de moi et auquel je crois beaucoup, c'est l'individualisation des parcours des salariés dans l'entreprise. Que ce soit le parcours de carrière, que ce soit
le parcours social, que ce soit le parcours de qualité de vie au travail. J'ai pu échanger il n'y a pas longtemps avec une ancienne responsable QVT dont le titre a été renommé en expérience collaborateur. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que l'expérience collaborateur, contrairement au titre de responsable qualité de vie au travail, il fait référence à l'individu lui-même, le collaborateur lui-même. Et donc, on se met du point de vue du salarié pour voir, à partir du moment où il postule à son travail jusqu'au moment où il quitte l'entreprise, quelle est l'expérience qu'il a vécue. Et moi, je suis intimement persuadé que dans une société où on va être de plus en plus en télétravail, où il y a de plus en plus de freelance, etc., l'entreprise ne va plus être un moyen de rassemblement, plus autant qu'auparavant, mais va tendre vers un soutien pour l'individu. Parce que le salarié va être éclaté géographiquement, parce que le salarié, on va prendre en compte sa situation individuelle dans son parcours du quotidien, on va mettre ses horaires en fonction de sa vie privée, etc. Je pense de plus en plus que la vie du salarié va être individualisée et non plus commune entre tous les salariés d'une entreprise. Ah ouais, alors c'est très original comme vision, c'est clair. Alors, c'est une vision pour moi qui est une vision à long terme, 5, 10, 20 ans, mais c'est quelque chose que aujourd'hui, j'arrive à peu près à vérifier au quotidien. C'est-à-dire qu'on voit des entreprises, déjà, la mise en place du télétravail, c'est le reflet de ça. On s'adapte aux besoins du salarié. Le salarié vient dans beaucoup d'entreprises les jours qui l'arrangent. Ça va lui permettre de commencer plus tôt certains jours, de finir plus tard. Le salarié va avoir accès à des outils pour le rendre plus efficace grâce à ce télétravail hybride, etc. Donc, en fait, le salarié est de plus en plus, on va dire, un chef de projet. Voilà. D'accord. Ah, c'est intéressant cette réflexion. C'est vrai que je l'avais jamais entendu, mais Et, ça donne à réfléchir justement. et j'ai envie de dire, ça va de pair, à mon goût, avec, d'un point de vue pas du tout péjoratif pour cette fois-ci, mais ce qu'on appelle toujours l'individualisme, le développement de l'individualisme. Mhm. En dehors du fait que l'individualisme avait été vu d'une façon très péjorative dans la société, parce que c'est penser à soi avant de penser aux autres, le phénomène d'individualisme, c'est aussi l'individualisation. C'est-à-dire qu'on s'adresse à une personne et pas à un groupe de personnes. Et donc, on s'adapte aux problèmes et au quotidien de l'individu avant de s'adapter de façon globale à tout le monde. Ok. Très bien. Et ben alors, Léopold, je vais terminer par la dernière question que je pose à tous mes invités. Euh, Quel conseil vous auriez justement pour le jeune Léopold qui allait créer sa boîte pendant ses études il y a 4 ans? Écoutez, c'est une très bonne question. Euh, Déjà, quand on est jeune, alors je ne suis pas encore vieux, donc je ne peux pas le dire pour les vieux, mais en tout cas, quand on a des idées et qu'on y croit, c'est de foncer tête baissée. Je veux dire, c'est différent quand on a des enfants, quand on a une famille, etc. Il faut prendre soin d'eux et on ne peut pas foncer la tête, la tête baissée dans le risque. Mais quand on est jeune et qu'on peut se le permettre, eh ben, je pense qu'il faut le faire. Donc ça, c'est mon premier conseil, ne surtout pas hésiter à foncer dans ses projets et foncer dans ses rêves. Et le deuxième conseil que j'apporterais, c'est d'écouter les personnes qui ont de l'expérience. Moi, j'ai souvent, et je crois que je le fais encore un peu trop, tendance à dire ouais, c'est un vieux con, etc. Et je pense qu'il ne faut pas du tout. Et dans un projet entrepreneurial comme le nôtre, je pense que ça aurait été très intéressant de trouver un entrepreneur qui avait 4 ans, 5 ans de plus que nous, qui avait développé son entreprise et de lui dire bah voilà, j'aimerais bien que tu me prennes sous ton aile et que tous les mois, je te présente ce que je fais et que tu me dises si je suis à côté de la plaque ou pas. Parce que moi, aujourd'hui, quand je regarde un petit peu dans le rétroviseur, voilà, je me dis qu'il n'y a pas de regret à avoir, mais je vois des erreurs et je me dis qu'elles sont un petit peu grosses et que j'aurais pu ne pas les commettre et qu'on aurait pu m'accompagner. Voilà, c'est tout. Ok, bah, très bien. Bah, des conseils que j'espère qu'ils serviront peut-être à des gens qui sont dans la même position que vous il y a quelques années.
Merci Léopold. Pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous suivre ou retrouver votre application? Bien sûr, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur LinkedIn, donc Moodwork, M2ODWORK. On publie pas mal de choses, on publie pas mal d'études. La page est beaucoup appréciée. Et puis sinon, directement me contacter s'il y a besoin par email. Je suis disponible, c'est leopold@moodwork.com. Bah, très bien. Et d'ailleurs, j'ajoute votre compte Instagram que moi je suis aussi, qui est très sympa, je trouve, qui est très intelligent par rapport à beaucoup de comptes que je peux suivre. Et donc, j'ajouterai également en description. Merci beaucoup, Léopold Denis. Du coup, je vous remercie pour cet épisode et je vous dis à bientôt. Avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous êtes toujours là, c'est que vous l'avez sûrement apprécié. Pour me donner votre avis, allez dans votre application de podcast préférée et laissez 5 étoiles à l'émission en allant dans la section notes et avis. Et on n'oublie pas l'invité. Retrouvez-le sur ses réseaux sociaux pour le remercier ou pour prendre contact avec lui. Les liens de liaison sont directement en description de l'épisode. Encore merci et à un prochain épisode.